Merci d'être présent. Et ça m'impressionne un peu parce que la dernière fois qu'on a fait un exercice de ce type, j'étais accompagné par Daniel et c'était réconfortant puisqu'on faisait Daniel Payot qui a fait le magnifique texte pour le catalogue dont je le remercie 1000 fois. Et oui, on voulait avec Nicole Buc, qui s'est aussi beaucoup engagée dans cette exposition, faire 2 jours de, c'est peut-être pas un très beau mot, de finissage, une manière de... Ouais, c'est pas un joli terme, mais ça fait rien. Voilà, peut-être de finir de manière sage, oui. voilà, l'exposition. On a d'ailleurs pour ça transformé l'accrochage, c'est-à-dire entre ceux qui ont vu l'exposition pendant les 2 mois et demi où elle a eu lieu et le début et maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées, il y a des toiles plus grandes, des toiles qui ont migré, des toiles qui sont parties, voilà. Et donc, on voulait avec Nicole réinviter les amis, et puis peut-être que je vous entretienne un peu de la peinture. Et on a appelé ça « Parlons de peinture », ou « Parlons la peinture ». Alors ça paraît un peu pompeux, et c'est drôle parce qu'en venant, tout à l'heure, en voiture, je me disais que je pourrais peut-être commencer comme ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait le peintre? Quand le peintre a une espèce d'obligation officielle, genre un vernissage ou un finissage, il est d'abord obligé de passer par sa salle de bain. Il faut qu'il se nettoie. Il a de la couleur plein les mains, j'en ai toujours. Il en a sur les godasses, il en a sur le pantalon. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. C'est-à-dire que... Mais il y a une époque où je m'en moquais. C'est-à-dire que, Daniel a peut-être connu ça, j'ai même réussi à faire cours de temps en temps à l'université et j'arrivais avec mes habits de peintre. Et ça m'amusait beaucoup, les étudiants trouvaient ça très étrange, ils disaient mais c'est qui, c'est Turluberlu, etc. Et puis je vais vous raconter une anecdote, c'est Jean-Pierre Pincemin. J'avais monté une expo de Jean-Pierre, et Jean-Pierre était venu de Paris, il avait une DS, il neigeait, et il avait ses toiles roulées sur le toit. Et il ne trouvait pas Strasbourg, il m'appelle 3 heures avant, il dit mais écoute, c'est encore loin, je vais prendre un hôtel, j'ai dit non, je t'attends, etc. Et il est arrivé à 11 h du soir, on l'attendait pour manger, et il sort de la voiture en habit d'atelier. Et ça m'a réconforté. Il était peint complètement, de bas en haut, il y en avait sur les cheveux, sur les vêtements, etc. Jean-Pierre Pincemin était peint comme l'était sa peinture. Et dans la soirée, il m'a parlé des Américains, et il nous a fait beaucoup rire, parce qu'il nous dit, tu sais, les Américains, ils sont très sales. Et quand on voyait la dégaine qu'il avait, il y avait une espèce de parallèle de ce type. Donc vous voyez, la peinture, ça commence par les mains qui en ont partout, le visage, les éclats. Un peintre a du mal à louer un espace, parce que le propriétaire est assez mécontent des jets de couleurs, du sol qui se tache, etc. Ça commence comme ça. Alors écoutez, j'ai préparé 8 points, mais je ne vais pas tous les aborder, ne vous inquiétez pas, puis vous m'arrêterez quand vous en aurez marre. 8 points qui concernent, à mon sens, la peinture, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter, peut-être qu'après vous allez m'aiguillonner sur d'autres terrains. Mais je voudrais commencer par une petite phrase de Wittgenstein, tirée du Tractatus logico-philosophique, et voilà ce qu'il dit. Ce qui peut être montré ne peut pas être dit. Voilà, ça c'est le début. Et alors, moi je vais parler de choses que je vous montre. Ça c'est un premier paradoxe. C'est-à-dire que si je fais de la peinture, c'est précisément peut-être parce que c'est des choses que je ne peux pas dire, par l'écrit, par la parole, etc. Il y aura donc toujours, à mon sens, un mystère de la peinture. Ce que je vais vous dire parle de ce que je vous ai montré sans le montrer vraiment. C'est-à-dire, pour moi, en le décalant toujours dans un autre espace. Et je crois que cela dit de la peinture
cela dit, que la peinture et la poésie, je pense qu'elles le font de la même manière, elles font précisément cela. La poésie et la peinture n'expliquent pas, mais ouvrent une manière de faire monde, j'emprunte ça à un autre philosophe, de faire monde qui est différente. Qui est différente de quoi? De cette réalité qu'on nous impose, cette réalité qu'on nous raconte et dont on voudrait nous faire croire que c'est la seule vraie. Et alors ce que je voudrais ajouter, c'est toujours en préambule, il me semble d'autre part encore que ce qui est montré est toujours aussi dans votre propre parole. C'est-à-dire que si le peintre pense toujours à la réception, il y a nécessairement du côté du regardeur, ou du voyeur, ou de l'auditeur, enfin, ou du lecteur, quelque chose qui est sa propre parole. Le même Wittgenstein, et j'en finis avec Wittgenstein, nous dit aussi ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut un entendement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être absolument maître de ce qu'on veut dire? En ce cas, il ne faut pas prendre la parole, c'est-à-dire la parole est d'or si elle dit quelque chose qu'on maîtrise complètement. Moi, je le pense. Ce dont on ne peut parler, est-ce que c'est ce qu'on ne comprend pas? Est-ce l'indicible que touchent les poètes et les peintres? Est-ce l'invisible qui se dévoile dans le visible du peintre pour vous toucher en un endroit qui, pour moi, existe déjà en vous? J'ajouterais, pour vous et pour moi, peut-être même sans le savoir. Voilà, c'est un préambule un peu curieux, mais ça voudrait vous dire aussi que je ne vais pas dire des choses qui sont de l'ordre de la vérité, mais qui sont toujours de la quête, de la recherche, du doute, mais en même temps, parfois, de manière un peu affirmative. Alors, je voudrais partir d'un texte que j'ai écrit en 2010. Vous voyez, j'ai pas mal préparé cet après-midi et demain, je dirais pas forcément la même chose les 2 jours, et j'ai retrouvé des textes anciens comme ça. Alors peut-être qu'à l'âge que j'ai, j'en suis dans l'archéologie de moi-même. C'est sûrement un peu inquiétant, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Et j'ai trouvé un texte écrit en 2010 qui concernait le groupe Plakat van Koons, dont je fais partie, qui est un groupe franco-allemand, mais qui concerne aussi mon activité ou mes activités au sein des groupes de manière historique à la fin des années 70 et 80, attitude et faisant. Je vais vous lire ce texte, 2010. Après, je vais le commenter. Nous avons choisi de faire de l'art pour échapper aussi aux diktats du monde économique. Nous avons choisi de faire de l'art pour échapper aussi aux injonctions politiques. Nous avons choisi de faire de l'art pour échapper aussi aux sottises culturelles. Nous avons choisi de faire de l'art pour échapper aussi aux mièvreries décoratives. Vous savez, les petits oiseaux. Nous avons choisi de faire de l'art pour échapper aussi à la globalisation uniformisante de la mondialisation. 2010. Nous avons choisi de faire de l'art pour échapper aussi aux sectes artistiques, donc au dogmatisme. Nous avons choisi de faire de l'art pour échapper aussi à la vérité et à ceux qui le brandissent et qui la brandissent. Ensuite, je continue par je. J'ai choisi de faire de l'art pour la liberté de penser que cela me donne. J'ai choisi de faire de l'art en sachant que cela m'impose des contraintes, une énergie, une rigueur, une persévérance. J'ai choisi mes amis dans l'art, dans le monde de l'art, dans le champ de l'art, dans le champ de la vie, parce qu'ils sont différents de moi. C'est cette différence qui nous permet de nous rencontrer, de nous unir, de penser autrement le monde. J'ai choisi l'art pour pouvoir exprimer des formes et des idées différentes de celles de mon voisin et de ma voisine. J'ai choisi cette manière d'être singulier qui me permet d'aimer mon voisin et ma voisine.
J'ai choisi de faire de l'art parce que cela témoigne d'un autre levier pour dire le monde, pour connaître le monde. J'ai choisi de faire de l'art pour saisir comment je suis relié aux hommes de l'origine. Je pense évidemment à Lascaux, Altamira, et peut-être plus loin. J'ai choisi de faire de l'art pour être moins égoïste, moins solitaire, moins inculte, moins démuni. Je ne suis pas certain d'être moins solitaire. J'ai choisi de faire de l'art pour partager un regard, un sourire, une idée, une intuition, une inquiétude. Partager, ça n'est pas couper en deux, c'est ajouter à ce que chacun possède. J'ai choisi de faire de l'art comme un boulanger fait son pain. Rien de l'art n'est plus loin que ce que chacun fait sur cette terre. L'art nous donne simplement le moyen de le reconnaître, d'être plus fragile, plus sensible, plus perméable aux intempéries. Et peut-être aux temps périssables. Alors, cela aguerrit notre détermination. Si nous mettons l'art au centre et l'art comme une sorte de conscience morale, alors nos démêlés, s'il y en a, nous paraissent franchement bien dérisoires. Alors en relisant ce texte, écrit il y a 15 ans, je me suis demandé si je le réécrirais de la même manière. Eh bien, d'une certaine manière, j'avoue que oui. Avec cette différence qu'à l'époque, j'étais encore davantage préoccupé par la question des groupes, des collectifs, du comment nous pouvons ou nous pouvions, donc du comment nous pouvions nous apprendre les uns et les autres, et bien entendu, nous émanciper individuellement. Ça, c'est vraiment important pour moi. C'est-à-dire, avoir été dans des collectifs artistiques, et il reste des amis présents, je pense à Christiane, qui a participé à ça, des attitudes, fin des années 70, nous nous sommes appris les uns les autres. Et nous nous sommes appris, d'une certaine manière, contre les apprentissages conventionnels, voire académiques. Sûrement d'ailleurs jusqu'à l'absurdité parfois, parce qu'on rejetait des choses qu'aujourd'hui nous rejetons moins. Parce qu'elles avaient aussi du sens, et nous, vous savez, cette vieille formule du passé faisons table rase. Mais j'ai fait table rase de cette formule. Je poursuis évidemment aujourd'hui de m'occuper de collectifs, de groupes, des autres, par des actions effectives. L'exposition, la réflexion sur l'art de mes contemporains, les textes, etc. Et je le fais dans un projet qui n'est pas institutionnel et qui est parfaitement subjectif, mais qui veut toujours témoigner d'une autre histoire. Ça, c'est un point que je peux encore aborder, c'est-à-dire que je le répète peut-être comme un mantra, mais il me semble qu'on peut créer une autre histoire dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire de la poésie que celle qu'on nous raconte. L'hypercapitalisme qui nous entoure ne sait pas faire autre chose que nous parler de ce qui lui paraît le plus important, c'est-à-dire au fond de ce qu'il peut vendre, de ce qu'il peut nous vendre, de ce qu'il peut nous montrer. Et ça n'est pas bien différent dans la poésie. Et il y a des poètes qui sont présents ce soir et qui le savent bien. Ça fonctionne de la même manière. Et donc je crois que nous devons, c'est un devoir, essayer de parler d'une autre histoire, plus souterraine, qui précisément permet à ceux qui croient que ce qui est important l'est seulement pour lui-même, en lui-même, et ne plus voir que tout un milieu, que tout un monde, que beaucoup de gens ont participé à cette reconnaissance de ce qui paraîtrait ultime. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on voit n'a pas de sens artistique. Ce que je dis, on ne peut pas le comprendre si tous les autres sens qui ont conduit à ce sens-là ne sont pas vus, ne sont pas perçus, ne sont pas analysés, ne sont pas saisis.
J'étais donc occupé toujours par les groupes, et puis je pourrais dire aussi, finir sur ce point-là, alors on ne finit pas un point comme ça, hein, c'est extrêmement vaste, mais je crois que l'art construit toujours une sorte de révolte face à ce qui s'institue comme une norme. Et c'est pour ça que pour ma part, j'accorde autant d'importance à l'art. J'en ferai volontiers un commentaire bis qui a une interrogation personnelle, mais aussi qui concerne les écrivains, les peintres, les poètes, etc. Voyez-vous, c'est très étrange de passer ces journées dans un atelier où le monde extérieur ne rentre pas. Les bruits du monde ne rentrent pas. Parfois, la lumière ne rentre pas. C'est très étonnant, un écrivain qui reste à sa table 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, juste avec un texte et l'envie de dire une chose. Et la confrontation aux autres, est-ce qu'elle se fait vraiment? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce que la réception est là? Et ce doute-là fait que nous allons toujours de cette espèce de solitude que nous avons choisie, que nous travaillons, nous la remettons toujours en cause pour essayer de mieux comprendre le monde, pour essayer mieux de nous battre et de temps en temps tendre la main vers les autres. C'est aussi ce que j'essaye de faire d'une certaine manière ce soir. Mais cette question, elle est fondamentale. Et j'ai souvent entendu des poètes, des écrivains, des peintres dire « mais ce que nous faisons, c'est absurde. Cet isolement dans lequel nous nous mettons, il est absurde. » Moi, j'y ai ajouté une chose récente que je développerai ultérieurement parce que je suis sur un projet qui va prendre 2 ans. Mais j'ai une question aujourd'hui qui me taraude et qui est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, l'art peut encore guérir quelque chose du monde dans lequel nous sommes? Pourquoi j'utilise ce mot de guérir? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un autre moment de l'histoire de l'art, où l'art était peut-être plus cultuel, où on croyait, où la croyance, évidemment, jouait, que l'art pouvait changer la vie des humains. Je fais une petite référence, mais je le développerai dans les mois qui viennent. Je pense évidemment au retable d'Isenheim, commande des Antonins à Grunewald, et on pensait que le retable pouvait guérir de la peste. Ce retable, d'ailleurs, représentait tous les ingrédients qu'utilisaient les Antonins. Ils y sont dans le retable. Et les Antonins croyaient aussi que leur mixture pouvait guérir de la peste. Nous avons évidemment perdu ce rapport-là, mais si nous continuons à travailler de manière solitaire autant et autant, avec autant d'opiniâtreté, peut-être que quelque chose de cette guérison originelle qui tenait dans une croyance pourrait peut-être être sauvé. C'est la question que je pose. Ça n'a rien à voir avec une croyance en Dieu ou autre chose, chacun en fait ce qu'il veut, mais je veux dire, il faut bien comprendre que si l'art continue d'avoir un sens, il faut que dans ce sens, cette question-là, à mon avis, soit posée. Mon commentaire 3. Puis vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Je vais partir d'une petite phrase d'Henri Michaud. En 1946, dans un magnifique texte qui s'appelle « Peinture et dessin ». Michaud, grand poète, hein, grand peintre. Et il nous dit « c'est le rythme qui fait tout. S'il y a une interruption de quelques secondes, tout est perdu. » Vous avez déjà la réponse à ma question précédente. La solitude dans laquelle nous nous tenons, c'est pour ne pas interrompre ce qui ne doit pas être perdu. C'est pour garder, en fait, le rythme. Le rythme, pour moi, n'est pas que la continuité des sons, des mots, des couleurs. Le rythme tient compte des blancs,
des silences, des accents. Il s'agit, pour le peintre ou le poète, d'être absolument présent à tous ces instants. Sa solitude est au prix de ça, cette présence. On doit penser d'ailleurs dans ce sens que les 4 minutes 34 secondes, ou 36, je ne sais plus, vous allez me corriger, de John Cage, vous connaissez cette performance magnifique où le pianiste arrive, il ouvre le capot, il va jouer et il ne joue pas. Et au bout de 4 minutes 35, il referme le clapet du piano. Eh bien, je crois que John Cage avait précisément la conscience absolue de ce que je viens de dire. Mais dans les 4 minutes 34 secondes de Cage, il y a l'irruption de la vie. C'est-à-dire, si on est bien attentif à l'enregistrement de ce silence du piano, il y a les tout-sautements du public, il y a le bruit extérieur, il y a la porte qui grince, il y a le parquet etc. Il y a la vie. Écouter et observer le silence, c'est peut-être mieux comprendre, mieux saisir la vie dans sa profondeur. Je vois dans ce point sur le rythme une analogie avec respirer. Qu'est-ce que nous faisons, même à l'instant? Nous inspirons, nous expirons, et nous n'arrêtons jamais. Si nous arrêtions notre respiration, eh bien, le rythme continue, même si nous l'arrêtons 10 ou 20 secondes. C'est peut-être l'expérience d'Yves Klein qui l'a fait mourir, on le pense. Eh bien, le rythme se met alors dans notre tête, dans notre esprit, si vous voulez, qui prend le relais pour comprendre ce qu'est cette décision d'arrêter de respirer en toute conscience. Interrompre ce rythme, ces passages, c'est, à mon avis, accéder à la mort, mais c'est peut-être aussi la pensée au plus loin, au plus profond. Elle est là en n'étant pas là, elle est ce qui s'absente, et ce qui s'absente est parfaitement présent par l'évocation que nous en faisons. Et puis on peut peut-être clore de manière un peu improvisée que cette réflexion sur le rythme et sur la mort que je viens d'évoquer est peut-être la chose la plus fondamentale pour tout être et pour tout artiste, à condition qu'il soit vraiment artiste. Mon commentaire 4, alors ça m'occupe aussi depuis un sacré moment. Je voudrais l'appeler de l'abstraire. Je discute depuis très longtemps, mes amis le savent, cette notion d'art abstrait. C'est un peintre abstrait. C'est un peintre abstrait. Nous savons bien, d'abord je crois que ça n'existe pas. Voilà, allez, je le dis d'emblée, un peintre abstrait, ça n'existe pas. Un peintre qui est abstrait, ça existe. C'est pas la même chose. Nous savons bien, par l'histoire de l'art, comment s'est forgée cette idée qu'on pouvait s'émanciper de la réalité et de créer, peut-être, par le geste même de peindre, une réalité en soi. Pour ma part, je dis toujours monde, hein, et qui ne doit pas à la vraisemblance du voir. Alors je m'explique. Nous regardons le monde tout comme il nous regarde. Nous en témoignons et prouvons par cela que c'est au travers d'un voir parfaitement subjectif, toujours subjectif. Bien entendu, tout au long de notre vie, et sûrement des apprentissages, on cherche à nous faire entrer dans une sorte de codification, un code que chacun reconnaîtrait et qui serait l'art. Serait.
Mais c'est justement là que se tient l'abstraire. Le peintre doit s'extirper de ses codes et faire monde pour faire monde. C'est précisément, à mon sens, à ce moment-là, que ce que fait le peintre devient lisible pour l'autre. S'il ne fait pas ça, il est illisible pour l'autre. Je veux dire que l'autre peut, alors, en regardant le monde du peintre, le monde proposé du peintre, saisir ce qu'est sa propre appréhension du monde. Vous voyez, là, il y a une espèce d'interlocution qui se fait entre le regardeur et celui qui serait l'émetteur. Le peintre est toujours, d'ailleurs, un regardeur, aussi. Il est interrogé par ce qu'il fait et que souvent il ne comprend pas. Chez les poètes, je trouve la même chose. Ils ressentent parfaitement cela. Et il y a une concordance, je trouve, entre ce que je viens de postuler et ce que dit, par exemple, le formidable poète Christian Viguier, lorsqu'il nous parle d'un peintre que vous connaissez peut-être pas, que vous connaissez, qui s'appelle Jacques Barthélemy, qui est un peintre qui vit à Limoges, très âgé, qui est un formidable peintre. Voilà ce que dit Christian Viguier. Se débarrasser d'une finalité oppressante où le sujet, le thème, ne serait pas en avant, imposé par l'œil et donc défini au préalable par notre seule foi perceptive, mais bien ancré dans le mouvement même qui doit les révéler. Ce qui est important dans cette phrase, c'est ce défini au préalable qui nous tient. Au fond, comme artiste, comme dans une prison. Le vivant et l'inconscient qui s'interposent au voir, je ne dis pas dans le voir, tout comme le surréalisme l'avait envisagé, permettent à la peinture, au geste de la peinture, une authenticité. Et je retrouve là, exactement à cet endroit, la citation que je vous ai lue tout à l'heure de Henri Michaud. C'est la même chose. C'est-à-dire ce moment où le rythme est bien la concordance entre le voir et la perception et le mouvement du corps et de l'esprit. Capter, saisir, cela conduit absolument à une expression nouvelle, et bien entendu à chaque fois malléable lorsqu'elle est regardée par quelqu'un. Je veux reciter Christian Viguier pour préciser mon propos. Il travaille toujours sur Jacques Barthélemy. Jacques Barthélemy, d'ailleurs, avait fait une incroyable exposition qui s'appelait Bagdad, où il est allé dans une période extrêmement compliquée, rencontrer les peintres de Bagdad, et où il n'y avait pas de matériaux pour peindre. Alors il a peint avec du pétrole. Et c'est une série absolument stupéfiante. Voilà ce que dit Christian Viguier. Il faut donc abandonner ces préjugés, accepter que si un artiste comme Jacques Barthélemy utilise des moyens abstraits, cela ne signifie nullement qu'il s'agit d'un artiste abstrait. Utiliser des moyens abstraits, peut-être complexes, mais en tout cas qui permettent d'abstraire du monde dans lequel nous sommes, ben nous y sommes. C'est au fond une partie de ma quête et de mon ambition. Faire comprendre que ce qui se joue dans la couleur, dans la forme, dans les gestes, dans le pluriel des sensations, c'est une saisie du monde dans son absoluité. Il y a un certain nombre de peintres qui nous ont rejoints, je pense que on me dirait si ça parle. Ce n'est pas pour rien que, et ça c'est un autre point que je voudrais aborder pour ma part, que je fais l'expérience au moment de peindre de ce qu'on pourrait appeler une origine. Alors, en effet, à chaque fois que de la peinture est posée sur un support, quelque chose se passe qui ne tient jamais
ou en tout cas pas juste dans l'application des matériaux. Il y a toujours migration vers autre chose, migration vers une autre couleur, peut-être même aimantation des couleurs. Normalement, on appelle ça un mélange. Mais c'est plus complexe, je crois, qu'un mélange. Interpénétration. Il y a bien entendu un moment où le matériau se fige, en tout cas dans la peinture. À un moment donné, c'est sec. On peut même le toucher. Mais ce moment est de la décision du peintre, et cette décision vient du fait qu'il accepte, donc que j'accepte, que ce qui est figé, en fait, reste en mouvement. Est toujours en mouvement. Vous pouvez prendre un poème, c'est la même chose. Le poème est arrêté, vous le lisez, il est en mouvement. C'est-à-dire, il n'est jamais fixé. Ce mouvement est justement tout le processus de coagulation générale. Si ce n'était pas le cas, vous auriez juste une image, jamais une peinture. Et donc je fais une grande différence entre image et peinture. Alors évidemment, je sais bien qu'on avait historiquement la vraie image, hein, la vera icona, ce qui est encore lié à autre chose. Mais l'image, aujourd'hui, on n'a que des images. On a un flux d'images. C'est-à-dire on n'a quasiment pas de profondeur de sens. Je fais encore un point ou ça va? Vous me dites, hein? Vous avez un autre? Alors le commentaire simple que je voudrais faire, c'est sur Cosmos. Alors, je voulais vous dire que voir, ça concerne chacun d'entre nous, hein, chacune d'entre nous. Voir peut être droit ou courbe. Voir, c'est comme un bras qui va de gauche à droite, ou de bas en haut, ou lentement, ou lestement. Voir, c'est un équilibre, ou un tremblement. Parfois les deux en même temps. Voir est le croisement de l'intention et de l'inconnu. S'il n'y a pas ça, on ne voit pas. Voir, c'est la percussion sensible de la raison et de l'abandon. S'il n'y a pas ça, on ne voit pas. Et voir est peut-être encore ce lieu étrange, je le dirais comme ça, qui nous regarde. Bon, c'est un peu Didi Hubermanien, mais quand même, ça nous regarde. Alors je dois vous en dire davantage pour ce qui concerne ma pratique, ou plutôt ce qui arrive quand je démarre un processus de peinture. J'en reviens au point précédent. Imaginez deux couleurs liquides, je les pose sur un support. Le support, il ne faut pas l'oublier, il est lisse, granuleux, froissé, horizontal, vertical, légèrement penché, etc. Il est au sol, il est sur une table, le sol n'est pas tout à fait droit, etc. Tout ça intervient. Il fait froid, il fait chaud, il y a du vent, tout ça intervient. Les deux couleurs s'observent. Enfin, c'est le peintre qui pense que les couleurs s'observent. Le peintre que je suis observe que les couleurs s'observent. C'est ce que je vois. En tout cas, c'est ce que je crois voir. Les deux couleurs se touchent, s'interpénètrent. C'est ce que je vois. Selon la disposition du support, l'une des couleurs prend parfois l'ascendant sur l'autre. Vous voyez, l'égalité, c'est pas la justice en peinture. C'est ce que je vois. Et je peux le corriger. Je peux contrecarrer la couleur qui est dominante. Mais je peux ne pas le faire. Au fond, j'assiste à ce qu'on peut appeler une origine. Quelque chose de fondateur qui se passe à chaque fois que je démarre,
mais aussi, ça c'est important, à chaque fois que je continue. Parce que démarrer, c'est rien. Continuer, c'est rien. Mais le rythme, ça c'est tout. Et dans ce déroulement, il n'y a pas de linéarité. Je veux dire que la confrontation est absolument toujours de l'ordre de l'espace-temps. Ça va plaire aux scientifiques qui m'écoutent au fond, ce que je crois absolument. Et je le crois d'autant plus que quand le scientifique me l'explique, je le comprends en faisant ce que je fais. C'est là où c'est assez incroyable. Voir est alors un approfondissement perpétuel, et cet approfondissement, j'y reviens, c'est le produit de notre solitude. Cette chimie de l'origine me tient, tenir, me tient. Tenir signifie m'interroge, m'observe, me scrute, m'appelle. Tenir signifie approcher quelque chose de miraculeux, et j'utilise ce terme pour signifier que ce qui se passe dans ce face-à-face est absolument différent du monde construit, de celui que nous avons construit, mais le miracle nous dit aussi que dans le construit, il se poursuit. Il suffit de le détecter. Et puis là, je vais juste finir par un autre commentaire, parce que ce commentaire s'appelle Le Nouveau, et je le dois à Daniel. Daniel, on en a discuté l'autre jour très rapidement, et puis tu m'as dit, je vais te passer un texte de Paul Valéry. Quel texte? J'ai eu ça tout de suite, j'ai toujours pas tout compris, parce qu'il y a une complexité du texte. Il part du nouveau, il part du beau. Je ne peux pas vous lire tout le texte, il est un peu long, mais je vous en lis que le début, puis j'en fais un premier commentaire. Mais que tu pourras corriger, Daniel, peut-être tu auras compris Valéry autrement. À quelle occasion, d'ailleurs, former, préciser le dessein de faire une esthétique? Alors, dessein, E-I-N, hein, évidemment, le projet. C'est une question. À quelle occasion, d'ailleurs, former, préciser le dessein de faire une esthétique? Une science du beau. Mais les modernes usent-ils encore de ce nom? Ouais, je peux déjà m'arrêter là, parce que Valéry, tout de suite, sur quelque chose qui a été institué, se pose la question de la possibilité encore d'utiliser un nom. Comment on l'utilise? Et est-ce qu'il a encore une acuité? Et alors il répond, il me semble qu'il ne le prononce plus qu'à la légère, c'est-à-dire hors de son sens profond. Ou bien c'est qu'il songe au passé. La beauté, et peut-être donc la nouveauté, est déjà une sorte de morte. La nouveauté, l'intensité, l'étrangeté, en un mot, toutes les valeurs de choc l'ont supplanté. Et donc, la nouveauté ne peut pas être tout à fait la beauté. Ça ne peut plus être tout à fait ça. Alors, je ne vais pas lire tout le texte, parce que le texte est passionnant, mais ma propre réflexion à propos du nouveau, et je n'avais pas pensé au beau, hein, évidemment, c'est ce texte qui l'introduit. Je pense qu'au-delà du nouveau, c'est cette conception qui nous vient des années 60, hein, 1960, c'est le moment de l'invention de l'art contemporain. Et c'est développer ce principe du nouveau jusqu'à l'absurdité, parfois même jusqu'à des positions insoutenables par Ben, qui était un des théoriciens du nouveau. Alors au-delà du nouveau, il y a toujours une notion originelle. C'est aussi le ressenti exprimé de ce que provoque l'époque à ce que provoque l'époque dans laquelle on vit. Plus j'avance, alors ce terme aussi avancé, ça a un double sens. Il évoque mon âge, hein, je vieillis, et en même temps, j'ai le sentiment que cette avancée, c'est-à-dire ce vieillissement qui est insupportable, fait avancer dans la compréhension des choses. Vous voyez, c'est un paradoxe
absolue. Et peut-être qu'on a encore je le dis en souriant, mais peut-être qu'on a encore l'impression qu'on pourrait s'augmenter encore, hein. Peut-être même s'améliorer. Donc plus j'avance, et plus je comprends le nouveau comme une absolue source d'orgueil. Et j'ajoute après, tiens, je vais citer Malraux comme ça de mémoire, nous ne sommes jamais nés de rien, jamais. Nous sommes toujours en devoir de ce qui nous précède. Je vais dire, l'oublier, c'est de l'orgueil. Peut-être alors que le nouveau n'est pas juste de célébrer ce qui serait différent de ce qui précède, mais d'envisager comment cela nous précède. Et comment peut-être nous pourrions l'entrevoir, l'entendre, et le lire dans l'observation et l'expression de l'époque. Si le nouveau est une rupture avec le passé, voilà, du passé faisant table rase, alors comment expliquer, et vraiment, comment expliquer que nous puissions être émerveillés, interrogés, excités par les dessins des grottes ornées, par Konrad Witz, par le retable d'Issenheim, par une annonciation du Titien, par le frémissement des touches de Monet, par la respiration de Rothko. Comment pourrions-nous l'expliquer? C'est juste, pour moi, qu'il y a une sorte d'art génétique, de continuité qui nous traverse, qui nous percute, tout le temps et tout le temps. Et je me suis souvenu que Gérard Gazurowski, et il s'avère, je ne sais pas où est cette toile, mais il s'avère que j'ai pu voir cette toile, je ne sais plus où, qui s'appelle Fertilité. Vous savez que Gérard Gazurowski, c'était un des peintres qui avait tout déconstruit. Il finissait par ne plus croire à la peinture pour croire davantage à la peinture. C'est lui qui avait fait ce travail sur... Il avait inventé une indienne qui s'appelait Kiga, et un professeur dans une académie, puis fabriquait des chapeaux. Il imaginait de peindre le chapeau de Beuys, le chapeau de Rembrandt, etc. Tout ça pour casser la peinture. C'était l'époque aussi d'une déconstruction absolue de la peinture. Et bien Gérard Gazurowski fait Fertilité, ça c'est une toile qui doit faire 12 ou 15 mètres de long, et c'est traversé d'une ligne. Tout le tableau est traversé par une ligne. Et les gens ils disaient, qu'est-ce que vient foutre cette ligne? Mais justement, c'était quelque chose qui reliait Gazurowski à son époque, et peut-être à l'époque qu'il n'a pas encore vécue, à celle qu'avaient vécue nos ancêtres préhistoriques dans les grottes de Lascaux. Cette ligne Fertilité, elle est présente dans toute, peut-être, activité artistique. Ce tableau est de 86, c'est-à-dire un moment où peut-être on peut commencer de nouveau à s'interroger sur un autre terme que l'art contemporain. Peut-être parler d'art aujourd'hui. D'art aujourd'hui. Cela me conduit à analyser une notion essentielle en peintre, c'est celle de qu'est-ce qu'on fait? On recouvre, on travaille par couches, et on pourrait penser que ce recouvrement est une manière de cacher, d'occulter ce qui s'est passé. Or, pour moi, je pense que c'est précisément l'inverse. C'est toujours à un dévoilement qu'on procède. On rajoute une couche pour dévoiler davantage. Nous peignons un moment en le considérant avec nos références, les peintres évidemment qui nous ont précédés, avec nos ressentis, le chaud, le froid, la pluie, le tonnerre, l'éclair, la joie, la détresse, la mort, l'information en continu, l'amour, la haine, la vie, etc. Et nous remuons, je vais arriver à le dire, remuons le tout, l'instant d'après, puis nous recouvrons, puis nous grattons, et c'est comme l'apparition d'un palimpseste de notre expression. C'est comme l'histoire de l'aventure que nous faisons et menons le temps de peindre.
Alors mes points, j'en ai d'autres, mais je vais arrêter là. Mais je voudrais juste vous dire, et ça va être très court, ça croise évidemment quand je peins, quand je suis à l'atelier, quand je suis dans ce moment de solitude, juste avec la peinture, avec la couleur, etc. Parfois, je ne fais qu'attendre. Qu'attendre, voir, et les peintres font souvent ça, ils attendent que ça sèche, ou que ça sèche pas, ou que ça marche, ou que ça marche pas. La plupart du temps, ça marche pas d'ailleurs. Il y a cette belle phrase de Beckett qui disait « rater, mais rater mieux, quoi. Rater mieux. » Et donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'écris. Et les derniers textes qui sont nés, vous voyez, ils sont nés de la peinture que je suis en train de faire, et ils sont nés de l'époque que je trouve bien des points de plus en plus absurdes. C'est les poèmes des 5-6 derniers jours. Nuages tranchés, une pluie rouge inonde ta couleur. Les mots sont dehors, les mots chutent sur ton corps, les mots rougissent ta peau, s'élancent comme épines acérées. Le nuage garde le couteau rouge, la lame est froide, pourtant un fond songe dans ta nuit. Il ronge la vie des jours, les bombes arborent des dentelles de pierre. Ce qui reste d'un mur, rien ne protège de la violence. Je n'arrive plus à m'exalter de la beauté, de la neige, de l'éclat du soleil, de la pâquerette qui pointe ses syllabes au printemps. Je n'arrive plus, les amis sont morts, les peuples se déciment, les fantômes traversent les rues en ombres invisibles. Je n'arrive plus. Un panneau de carton, une inscription, famille syrienne, un carton, j'ai faim. Un fauteuil, un homme, sans ses jambes, tient un gobelet, remue une pièce de 10 cents. Il sourit, parle avec un jeune, aussi déguenillé que lui. Je n'arrive plus, comment est-ce arrivé? Ténèbres errantes, pyjama pas même, tissu de rien, pyjama rayé, usé, puant. Le froid tremble dans ce qu'il reste de peau. La boue rend les os et les cendres, les gamelles à la surface, les pas avancent sur les morts. C'est le paysage. Les pins brûlent, les cheminées sont détruites, les hommes, les enfants, les femmes, les hommes, les enfants, les femmes courent, courent, courent. Les murs s'érigent hagards, à l'époque, le regard dans la boue. Un regard boueux, un regard cadavre, un cri improbable, plus de cris. Dans la nuit aussi, sur le galetas sale, le froid étreint la lumière. Les herbes de la nuit froissent le vent de l'aube, c'est comme un noir charbon qui dessine l'avenir, dont le voir dépassé, c'est comme un rocher à lisser, à conserver sa porosité, sa sonorité, c'est comme une couleur, l'arme du fond des temps. Pluie sauvage d'une caverne translucide, les feux brûlent dans le noyau de l'origine, lui donne son poids, sa mesure, son éternité. L'agilité de la vitesse est le prix de son entendement. Que peut la lumière? Que peut la lumière? Elle peut la lumière. Cela suffit. Merci à vous. Alors bien sûr, ça appelle un échange si vous voulez. Si vous voulez. Germain, je sais qu'il y en a qui doivent partir, mais je t'embrasse. je vais juste te demander, quand tu commences à peindre, commences-tu toujours par une même couleur? Ou bien au départ, as-tu déjà en tête par quelle couleur tu vas commencer? Parce que j'ai vu dans les tableaux, il y a toujours un peu de rouge, même si on ne le voit pas, le rouge est toujours présent. Et quand tu commences une œuvre, est-ce que comme c'est quand même l'homme de la couleur? Il y a deux questions, Alain, dans ta question. C'est-à-dire, est-ce que je prépare mes couleurs avant? Et est-ce que j'ai un projet quand je peins ou pas? Ma réponse est non. C'est-à-dire que, sauf que j'ai un protocole coloré.
C'est-à-dire depuis le début de mon travail, depuis la fin des années 70, je pars d'une couleur. En fait, c'est comme si je faisais une espèce de plat mexicain, tu vois, où on rajoute tous les jours un peu de viande, un peu de tomate, un peu de... C'est-à-dire que j'ai une couleur d'origine et vraiment je m'y suis tenu. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un rouge et que je veux du bleu, que j'ai besoin de bleu, sans projet, hein, c'est-à-dire que je sais que j'ai besoin d'un bleu. Comment arriver du rouge au bleu? Parce que je pourrais prendre un tube et prendre du bleu. Mais je vais fabriquer mon bleu. C'est-à-dire que je vais ajouter de la couleur, je vais d'abord arriver à un violet que j'applique sur la toile. Et après j'arrive au bleu que j'applique sur la toile. Puis si j'ai besoin d'un jaune, j'aurai d'abord du vert. Donc j'ai une espèce de truc continu. Au début j'avais qu'un seau. Pendant des années, je pense une quinzaine d'années. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que je vais pouvoir te montrer. À l'époque, mes peintures étaient très blanches et très... Enfin, t'en as une magnifique, d'ailleurs, c'était juste des moirés de blanc comme ça. Et j'avais qu'un pot, qu'un seul seau. Alors évidemment, les années venant, les seaux se sont dispersés. Maintenant, j'ai autour de moi une vingtaine de seaux. Mais dans chaque seau, il y a la couleur. Et quand je suis obligé de m'absenter de l'atelier, je suis très embêté. Et bien très honnêtement, en général, quand je vais dans mon atelier du Sud, j'emmène des 2-3 seaux avec la couleur en réserve. Donc il y a toujours une continuité comme ça, depuis 50 ans, de la couleur, de la lumière, de la... Ça répond sur couleur. Et puis je travaille plusieurs pièces en même temps. C'est-à-dire que si tu retrouves du rouge à un moment donné dans une autre toile, ça n'est pas anormal. Mais je n'ai pas de projet, c'est-à-dire quand je démarre une peinture, par exemple je fais beaucoup de choses sur papier, les petits papiers ne me servent pas à faire des grandes toiles. Je veux dire que j'émets autant d'énergie à faire un petit papier qu'une grande toile. Physiquement c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est pareil. Et donc, je commence, et je l'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, je regarde ce qui se passe. Et avec j'alimente ce qui se passe de tout ce que je suis à ce moment-là. Si j'y suis vraiment. C'est drôle de dire si j'y suis, mais si je suis vraiment présent à ce qui se passe, la peinture ou le poème peut avoir une justesse et une réalité et une efficacité. Sinon c'est rien. Par exemple, j'ai un petit exemple, j'avais apporté ça, 13, Godin Hoffmann. Et c'est son fils qui m'a appelé. Et son fils, au moment où je décroche, j'avais compris. Enfin, j'avais compris, je ne sais pas si j'avais compris, mais il me dit, papa est mort. Et à ce moment-là, j'étais complètement submergé par la mort de Godin Hoffmann. C'est un peintre avec qui j'ai fait des duos, hein. C'est un peintre avec qui on a passé des nuits à discuter de peinture, etc. Je n'ai pu aller que dans l'atelier, et j'ai fait une série que j'ai jamais montrée, et que je vous montre. Je ne montre pas tout. Ça s'appelle juste Godwin is tot. Il était allemand, hein, Godwin. Godwin is tot. Et c'était juste, tu vois, sans projet. Juste avec ce qu'il était, ce que j'étais avec lui, avec ce que nous étions, lui et moi. Et ça fait une série. À un moment donné, d'ailleurs, sa tête est apparue. Tête un peu longue avec sa barbe. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un hommage, c'est une rencontre, c'est un moment, mais c'est en tout cas tout ce que j'essaie d'expliquer dans ce que je fais en peinture. Voilà. Ça répond un peu à ta question. Fort, Serge, fort. Oui, pour compléter ce que disait Alain, un jour j'étais dans l'atelier de Germain, et longtemps il y a une toile qui traîne par terre, et je lui dis, écoute, je voudrais te l'acheter, combien elle vaut? Alors il me répond, elle n'est pas terminée.
y est toujours, je suppose, d'ailleurs. Ah oui, mais ça, alors ça Serge, tu abordes un truc qui est terrible, parce que quand quelqu'un rentre dans l'atelier, comme toi, qui fait irruption dans la société, et qui dit, parce que le peintre, il a une disposition dans l'atelier qui est hasardeuse, hein. On a une toile, on la pose, on sait qu'on va la reprendre après, voilà, etc. Et le visiteur arrive et dit, ah ça c'est vachement bien, c'est bien ça. Ça c'est la pire des choses qui arrive au peintre, parce qu'il faut que le peintre dise tout de suite, non, stop, je suis... Alors parfois on lui dit, d'ailleurs, tu ne devrais plus y toucher. Tu ne devrais plus y toucher, tu vois. Alors ça c'est bloquant, c'est terriblement bloquant. Le peintre peut se tromper, hein, c'est-à-dire que souvent ce que tu dis, ce que tu évoques, une peinture est au sol, elle n'est pas finie, je sais qu'elle n'est pas finie. Je la continue, parfois je la bousille complètement. C'est-à-dire le fait de la continuer la rend moins bien, tu vois, qu'avant. Et donc il faut recommencer ou il faut la détruire. J'avais déjà raconté cette anecdote à propos de Bram van Velde, il me semble. Certains ont dû l'entendre, mais Bram van Velde, c'est un peintre pour moi absolu, hein. C'est un peintre de l'absolu. Et Bram van Velde, il était brillantissime, il peignait, tu vois, et puis la toile était magnifique, et il était atterré. Il était devant la peinture, parfois un mois, atterré, il trouvait que c'était nul, alors que c'était absolument génial. Et à un moment donné, il se ruait dessus, et il faisait un geste, tu vois, mais un geste comme pour abîmer la toile. Et à ce moment-là, la toile devenait un Bram van Velde. C'est-à-dire, dans cette ruée sur la peinture, c'est inexplicable ça, mais ça, il avait compris. Son frère, d'ailleurs, Geert van Velde, très beau peintre, il n'avait pas compris ça. Il est toujours resté un peu dans la joliesse. Et Bram van Velde, il refusait cette joliesse. Donc, ouais, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Effectivement, ça arrive très souvent d'avoir cette fracture. J'imagine que la toile freine l'intention complètement, qu'elle est très très bien avancée. Et c'est presque dans un état, à ce moment-là, pas de rage, mais certaine colère intérieure, qui fait que le geste qui va suivre va bousculer cette toile vers vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une chose que j'ai connue aussi, et c'est assez fabuleux aussi cet instant. Mais juste avant, c'est assez déprimant quand même. C'est assez déprimant. C'est-à-dire qu'il y a toute une somme de travail qui est passée, dans laquelle il y a une construction qui se fait, et il se trouve que tout ça, ça s'étiole très vite. Et il y a une autre question, c'est que toi, dans ta peinture, tu travailles beaucoup à l'eau. À l'acrylique essentiellement. Oui, ou à l'huile. Enfin, tout ce qui est toile libre est nécessairement sur des acryliques, puisque l'huile boufferait le support. Donc il y a aussi un jeu qui est très très différent entre les transparences, l'absorption du support, qui fait que les peintures, parler d'un bleu ou d'un rouge ou d'un jaune, c'est vrai que là aussi ça se transforme complètement, quoi. Ne serait-ce que par l'effet buvard de la matière, ce qui n'est pas le cas du tout avec l'huile. Et autre chose, j'ai lu ça dans un des textes qu'a écrit ton ami Daniel, tu parlais d'une chose qui, à mon sens aussi, assez juste dans l'atelier, c'est que, en parlant du recouvrement, plutôt le mouvement d'une peinture. C'est quoi effectivement le mouvement? Tu l'as très très bien décrit, mais c'est aussi celle qui fait que une toile n'a pas d'âge. Elle est marquée, elle est datée, pour certaines il la signe la date, mais elle peut être de tel 2012, 2015, etc. Et il se trouve qu'à un moment, en 2025, peut-être tu vas redécouvrir cette toile et qu'à tes yeux, il y a quelque chose qui n'a plus du tout de l'importance qu'elle avait 10 ans avant. Quoi. Mais par contre, elle est intéressante dans ce qu'elle est, c'est-à-dire en tant que matière. Et tu parlais à ce moment-là de recouvrement, c'est-à-dire que ces toiles-là peuvent être recouvertes, tu vas redonner tu vas la poursuivre en fait dans sa peinture, elle va devenir autre chose. C'est aussi un phénomène qui est assez classique dans la peinture, quoi, qui est assez courant quand même, peut-être pas classique mais courant. Quoi. Et j'ai toujours trouvé qu'en fait les toiles comme ça
qui sont pas dans le revue, mais qui sont en réserve, tout simplement en réserve. Peut-être des fois le manque de support, parce qu'économiquement c'est peut-être un peu délicat, enfin, pour moi c'est un peu ça, quoi. C'est de regarder ce qu'il y a en réserve, et j'essaye de voir, je trouve qu'il y a de bonnes choses qui sont là, mais j'essaye de voir celle qui me semble la plus fragile, qui a perdu un peu de sa pertinence, quoi. Et perdant de sa pertinence, je me dis le risque effectivement à prendre, je vais détruire une toile qui en soi peut encore intéresser du monde, d'abord moi-même, mais ensuite les autres. Et le risque est de se dire que je la mets à l'atelier et je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Et c'est un phénomène quand même qui est assez exclusif à faire aussi. C'est-à-dire il y a une jouissance à être dans le risque, dans la perdition, et de voir que dans cet élément-là, il y a une transformation qui se fait. Et heureux comme ça, j'ai toujours eu comment dire, presque cette exaltation de voir qu'à ce moment-là, en fait, le temps passant, les années passant, l'expérience, tout ce que tu veux, etc., qui s'accumule à cela, fait que l'intervention sur cette toile passée devient autre chose et bien plus vivante que ce qu'elle était avant. Ça, c'est un phénomène en peinture aussi qui est assez exaltant. Mais je crois que c'est très moderne ça, parce que si tu veux, nous peignons plus qu'avant. Enfin, je veux dire, pas plus en temps, mais plus de tableaux. Et à l'époque, il fallait fabriquer son pigment dans le temps, etc. Il y avait une lenteur, et au fond, les œuvres qui sont restées majeures, tu as 40, 50 tableaux d'un artiste, on n'a pas beaucoup plus, 60, etc. Et je crois que la modification des techniques, la vitesse d'ailleurs de l'époque, etc., ça a engendré quelque chose de ce qui a à voir avec ce que tu viens de dire aussi, tu vois. Et que, j'aime pas ce terme de produire, vous l'avez entendu dans mon truc, mais de fait, nous produisons plus et vite, beaucoup plus vite, quoi, tu vois. Même l'huile, hein, toi, tu fais beaucoup C'est assez lent, hein. L'huile est quand même assez lente. Ouais, mais actuellement, dans les conditions climatiques qui sont mais si tu étais obligé de broyer tes pigments, rajouter le truc, etc., tu vois, c'est encore plus lent. Hein. J'ai connu ça. Oui, tu as connu ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a... Mais ça a à voir avec la... Est-ce qu'un peintre, par exemple, au XIIIe ou XIIe siècle, pouvait revenir... Tu vois, il fallait qu'il travaille vite sur les fresques. Très vite. Hein? Sinon, ça ne marchait pas. Bien sûr. Sinon, ça ne marchait pas. Il fallait qu'au moment où c'est encore humide, si tu peins pas, c'est foutu. Extraordinaire. Voilà. C'est des drôles de trucs, ça. C'est fondamental, je trouve. Ouais. Mais à propos de cette question de terminer une toile, moi ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, à propos de respiration. Moi je vois ça de l'ordre de la respiration, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut laisser du temps. C'est Renoir qui disait, si tu ne sais pas terminer une toile, tu la retournes et tu la re-retournes quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois après. Et là, elle te devient évidente. C'est-à-dire ça, c'est l'ordre d'une respiration. Et pas forcément pour Bram Van Velde, tu semblais parler de quelque chose d'assez violent, quoi. Oui, ça a l'air violent comme je le raconte. D'un moment violent, parce que je pense pas que... Un moment violent, alors que je pense que c'est tout simplement une respiration. Il y a un moment où ça devient évident, où la poursuite de l'œuvre devient évidente. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est d'ailleurs, là vous parlez en peintre aussi, on regarde des œuvres pas forcément dans la lumière d'une galerie, hein. C'est-à-dire que moi je regarde souvent le soir sans allumer la lumière, ou le matin, et ça m'apprend des choses sur la peinture. Donc c'est du même acabit. Il y a des peintres qui mettent à l'envers, parce que c'est quoi le sens d'une peinture? Surtout la peinture que je fais, le sens, je veux dire, le haut, le bas, le cercle. En fait, au début, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire, puisque je tourne autour, ou elle tourne autour. Tu travailles le sol. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement, si tu veux, tu vois, mais tout à l'heure, quand je vous ai montré la série sur Godwin,
j'ai dû regarder derrière, je note, si tu veux, le haut et le bas, tu vois, et j'ai regardé, je n'étais pas sûr de moi, tu vois, parce que tu l'as noté, ça. Ouais. Donc, voilà, ça c'est la réalité de comment on approche aussi des choses. En fait, on ne sait pas grand-chose. Avant qu'une toile soit vraiment terminée, c'est vrai qu'elle prend du temps. Pour certains, le fait de la mettre à l'envers et de s'accorder X mois pour la découvrir dans l'atelier, ça m'arrive aussi assez souvent. Et c'est effectivement, si une toile elle tient, on regarde le temps passant, ayant d'autres expériences de vie, etc., ça commence à être intéressant. Mais encore à ce stade-là, elle n'est pas terminée. Et quasiment, je dirais presque, c'est quand un jour elle est montrée à un public, et encore là, quand elle est montrée au public, la toile, tu la découvres toi-même en tant que peintre. Tu sors vraiment de l'atelier, puis un autre regard qui se fait, il devient propre à lui-même, l'expérience que tu as connue dans l'atelier. Et ça peut être aussi très des fois. C'est marrant parce que Jean-Louis Kunsel a dit tout à l'heure en rentrant, la toile, la première quand vous rentrez, c'est une toile faite à partir d'Uccello, des lances de la bataille de San Normanno. Et c'est une toile, j'ai mis 5 ans pour l'achever ou l'inachever, etc. Et en fait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Elle était par terre, elle était posée, mais franchement, j'ai failli la détruire, tu vois, tellement. Et en fait, je me suis rendu compte, quand elle a été achetée, inachevée, hein, parce qu'il faut que ce côté achevé, inachevé, j'ai découvert que j'avais dans cette peinture des choses que je faisais il y a 40 ans. Et ça m'a, alors sur le coup, ça m'a quand même un glacis final comme ça sur les bords, mais c'est des trucs que je faisais il y a 40 ans, quoi. Donc, ça me fait dire que on croit que la peinture c'est linéaire, ça n'est jamais. Jamais. Hein, parce que nous sommes une espèce de sédimentation. Mais le recouvrement, c'est nous-mêmes. C'est là aussi où, dans le vieillissement, on parlait de l'âge, effectivement, on a l'impression que c'est un peu une archéologie de ce qui est. Et en fait, là-dedans aussi, tu trouves une certaine fraîcheur. Parce que dans cette fraîcheur-là, on se dit, tiens, mais j'ai fait ça il y a tel et tel temps, mais 30 ans après, à ton âge, qui est le tien, notre âge, on se dit, mais on la transforme encore. C'est-à-dire qu'il y a une vivacité dans ce qui était posé hier. Elle respire avec une intensité qui est de l'ordre vraiment du palpitant de la vie, quoi. Je voulais juste faire un petit commentaire, c'est-à-dire que quand on regarde une toile, nous, ceux qui ne sont pas peintres, on a un ressenti qui varie, qui n'est pas le même. Quand on connaît l'artiste, on n'a pas le même ressenti quand on regarde le même tableau que quand on ne le connaît pas. Je veux dire par là que pour bien apprécier une œuvre, ça demande un effort. Ça demande quand même sinon on passe à côté de beaucoup de choses, de connaître comment travaille l'artiste, qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'inscrit, et on découvre à ce moment-là beaucoup de choses. Si on ne fait pas cet effort-là, on passe à côté de beaucoup de ressentis, quoi. Et c'est un peu dommage. Donc, quand on te connaît, bon, on voit les choses différemment. Mais c'est vrai, c'est vrai. On avait pris Valérie tout à l'heure. Valérie, il disait, mais c'est vrai pour le regardeur, hein, il dit l'artiste vient avec son corps. Il disait ça. Hein, il vient, évidemment, c'est-à-dire ça, c'est sur l'intention et tout, mais le regardeur aussi. Tu peux pas être juste dans l'intention du peintre. Ça, c'est pas possible. Alors j'ai une anecdote, Alain, mais toi tu connais ça. Parce que j'ai pris des pièces tous les 2 ans depuis sur 50 ans que j'ai mis dans un. Ça m'amuse actuellement. Ça c'est 79. Bon, j'avais des papiers pourris, comme ça. Et ça c'est ce blanc dont je parlais. Et les premiers qui ont vu ces pièces-là, quand j'ai commencé à les montrer, ils m'ont dit quelle sérénité, enfin quelle plénitude, on me disait des choses comme ça. J'étais malheureux comme une pierre à l'époque, tu vois. Et ça c'est intéressant. Je ne vais pas vous dire pourquoi, hein, c'était sûrement des histoires d'amour, mais bon, il y avait ça explique ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que il y a évidemment toute la construction du peintre, tout l'échafaudage, l'enchevêtrement, la superposition, etc. Et il y a la même chose du côté du regardeur. Et pourquoi il y a des collectionneurs
d'art. Mais à cause de ça. Parce qu'ils sont comme les peintres. Au fond, ils sont comme les peintres. C'est-à-dire qu'ils viennent avec ce qu'ils sont et ils attendent un monde qui n'est pas que le leur, tu vois, qui est quelque chose qui vient de là et quelque chose qui vient de toi. Et ça se partage dans un regard, dans un entre. Moi, quand je dis entre, hein, c'est toujours avec A et avec E en même temps. Alors j'ai plusieurs questions concernant les différents thèmes que tu as abordés. Plus fort, Serge, plus fort. J'ai plusieurs questions concernant les différents thèmes que tu as abordés. Alors j'aurais du mal à tous les synthétiser, mais le premier déjà m'a intrigué, le premier principe, à savoir ce qui peut être montré ne peut pas être dit, et ce qui peut être dit ne peut pas être montré. Hein, c'était la première partie. Alors on prend souvent comme exemple... On a l'art de pouvoir nommer les choses que l'on ne peut pas voir, par exemple le terme infini. Hein, l'infini, on ne sait pas ce que c'est, pourtant on a un mot dessus. Inversement, l'inverse, je ne le vois pas. C'est-à-dire que quand il y a un mot ou quelque chose qu'on ne peut pas dire, qu'on ne sait pas dire, hein, ou qu'on ne connaît pas comment le dire, comment on peut le montrer? Alors, et du coup, ma question subsidiaire, c'est est-ce que l'art, hein, fait office de révélateur? Est-ce qu'on peut montrer par l'art ce que l'on ne peut pas dire, ou ce qu'on ne sait pas dire? C'est une question, moi, parce que évidemment, chez Wittgenstein, il y a du paradoxe. Hein. Ça commence quand même comme ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a des mots, par exemple, dans notre langue. Je veux dire, tu dis table, tu peux dessiner une table. Ça, c'est sûr. Mais quand toi tu dis table et moi je dis table, on ne pense pas à la même table. Donc ça c'est sûr aussi. Mais si je dis par exemple amour, le mot existe. Je veux dire, tu ne peux pas le dessiner. Tu vois, c'est-à-dire que nous sommes toujours à ce niveau-là, il me semble. Hein, c'est-à-dire que. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a la possibilité de l'interprétation et de l'art. C'est-à-dire que, est-ce que moi, dans ma peinture, je fais la même chose que ce que je fais dans ma poésie? Ma réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, de la peinture, ne sont effectivement pas dissibles. Évidemment, là, quand j'en parle, en fait, c'est de la glose, certains diront c'est du baratin, mais on essaye, en parlant, de se rendre un peu plus clair ce qui est quand même un certain mystère, quelque chose de... Même si tu as des protocoles, si tu as des trucs, tu peux en rajouter tant que tu veux. Tu vois. À un moment donné, dans les années 60, on avait une notion que le minimal art a notamment développé, l'art conceptuel, qui était less is more. Le moins c'est le plus, quoi. Et alors... toute une génération, au début, ça m'avait vachement plu ce truc, tu vois, le moins c'est le plus. Alors, je pense toujours que parfois dans les plus petits écarts se font les plus grandes explosions. Mais c'est pas less is more, c'est bien autre chose. Tu vois? Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, De Gothex, c'était pas less is more. De Gothex, c'était plutôt japonais, du coup, ou chinois, tu vois, c'est-à-dire où un plein rencontre un vide. Tu vois. Donc ces notions-là, comment tu veux... À un moment donné, quand tu peins, tu es exprimé par elles. Et tu peux juste le constater. Et tu peux juste espérer que les autres, les amis, les regardables, fassent la même expérience. Mais au fond, ils la font. S'ils sont curieux, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, il faut faire... T'as pas dit effort, mais c'était pas loin, si tu veux. Mais si on ne travaille pas, et pour le poème, et pour la peinture, et pour la musique, enfin, je veux dire, si tu ne travailles pas, je veux dire, ça fout le camp, quoi. Mais la première démarche est déjà d'aller vers l'autre, quand même. Tu vois. Pardon? La première démarche est quand même d'aller vers l'autre. Une fois qu'on va vers l'autre, ça entraîne déjà une curiosité. Et il faut que l'autre vienne vers toi aussi. Tout à fait. Pour moi, c'est la même chose. Quelqu'un qui vient à l'atelier, c'est quelqu'un qui est curieux. Donc la relation, elle va se faire ou pas, mais elle est quand même bien, elle s'engage déjà. C'est l'engagement qui est intéressant.
Ben, c'est une... Mais pour quelqu'un qui ne sait pas qu'on peut faire un engagement tel que celui-là, ça c'est ma question en tant que galeriste. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le pousser à justement quand même. Bah, quelque part, je répondrai à la place de Germain, quelque part la solitude qui est celle de l'atelier, peut-être pas pour tout le monde, mais la solitude qui est celle de l'atelier, il fait que la communication pour lui est déjà difficile. Vers l'autre. Si l'autre vient vers moi, je le reçois, mais je le reçois aussi bien que je peux, quoi. Mais c'est perturbant également. Est-ce que je suis ouvert à ce qui va venir, mais en même temps, je ne sais pas ce qui va venir. Et quand tu parles de répondre à cet engagement-là, je laisse faire les choses. Oui, mais je peux rien la pousser. Il y a aussi plein de gens qui jamais ont l'idée de vivre cette expérience. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est la Et liberté de chacun. ça me chagrine, par exemple. Oui, je comprends. Mais il y a Marcel Moulin qui a fait un bouquin d'économiste sur la peinture, et, il y a longtemps, hein, et elle disait qu'en fait, effectivement, depuis 1900 à peu près, si on regardait les gens qui étaient intéressés à fréquenter des musées, ou à fréquenter des galeries, etc., ça représentait 2% de la population. 2% de la population, on en est, je pense, pas très loin encore aujourd'hui. Par rapport à le nombre de gens. Je vois quand je suis dans une grande expo muséale ou des centres d'art, j'observe les gens qui sont là, qui sont venus, qui ont payé pour aller voir l'expo. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils sont là avec un appareil, avec leur portable. Ce qui ne s'intéresse même pas à la peinture, c'est de prendre rapidement en photo le cartel, rapidement la photo, ils partent. Faire un Ça prend même pas une seconde. Mm. Et ils font comme ça, ils suivent. Là, je m'interroge sur pourquoi sont-ils là, quoi. J'ai fait cette expérience récemment dans l'expo magnifique Surréalisme à Paris, à Beaubourg. Elle est magnifique, l'expo. Et en plus, passionnante parce qu'on découvre beaucoup de femmes surréalistes qu'on ne connaissait pas. Beaucoup. Ça, c'est bien. Mais l'expo est insupportable à voir. C'est-à-dire, t'as pas de place, tu vois pas les tableaux, et les gens font des selfies devant oui, au lieu de les s'imprégner tableaux. de ce qu'ils voient. Ça m'a beaucoup frappé. J'ai résisté à ne pas sortir mon appareil pour prendre les gens qui faisaient un selfie, tu vois, pour parler de ce qu'ils faisaient, quoi. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que c'est... Peut-être qu'il y a plus de gens qui vont. De toute façon, moi je me souviens de Catherine Millet qui avait interrogé cette question dans un numéro d'Art Presse il y a longtemps. Et elle disait, mais même, ouais, ça c'était vachement intéressant. Elle disait, de toute façon, une œuvre ne réceptionne qu'une personne à la fois. C'est-à-dire qu'elle voulait dire par là que je suis seul devant une œuvre toujours. Et elle est même allée plus loin, il dit même si j'ai une émotion et que c'est une œuvre reproduite, hein, parce qu'il y a eu le grand débat sur les reproductions, etc., je suis toujours seul face à cette œuvre-là. Ça veut dire qu'elle est seule face à moi. Bon là, Benjamin, au secours, quoi. Je veux dire, parce que c'est interrogé aussi, ça. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Jean-François, avec Robic là-dessus, tu vois, et lui a toujours pensé qu'une œuvre reproduite avait autant d'aura qu'une autre. Voilà. Donc, ça, c'est la question du regard. Enfin, bon, ça mériterait un long développement, hein. Mais c'est vrai que ce regard, c'est pour ça qu'on peut avoir une émotion, je sais pas, dans la nature, tu es dans la forêt, tu as une feuille morte, tu as un froissement, tu as un truc, et puis voilà, et puis rien n'est construit, enfin, ou alors c'est absolument construit. Mais juste un truc sur, je ne sais pas si tu as vu sur Arte, il n'y a pas longtemps, il y avait un truc sur Rembrandt, l'histoire de Rembrandt, les tableaux de Rembrandt, etc. Non, j'ai pas vu. Et ils ont, par l'intelligence artificielle, ils ont introduit dans le logiciel toutes les œuvres de Rembrandt.
de telle façon que l'intelligence artificielle était capable de faire un Rembrandt. Ils ont mis les couleurs, les pigments, etc. Et donc ils ont fait un tableau qui était un Rembrandt avec toute l'expérience qui avait été accumulée dans ce logiciel. Et ils l'ont montré donc, avec la peinture et tout, hein, comme avec une imprimante qui était faite comme ça. C'était assez bluffant. Bon, c'était à la télévision, donc il y a un petit doute, quand même pas le jeu d'ombre n'est pas tout à fait le même, hein, tout à fait, mais ils avaient fait cette expérience par l'intelligence artificielle, donc en y mettant toute la technique qu'avait utilisé Rembrandt, qu'on connaissait, avec tout ce qu'on peut imaginer, donc on peut arriver à un truc qui aurait pu être fait par Rembrandt, quoi, une œuvre. C'était assez curieux. Et Gaucher. Hein? Ah oui, c'était impressionnant, quoi, ce machin. Donc, mais en fait, là, c'est ce qui est posé. À la limite, l'intelligence artificielle, on s'en fout, mais ce qui est posé, c'est la question du faux. C'est-à-dire de refaire en vrai quelque chose qui est faux. ouais. Voilà. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête des humains pour pouvoir imaginer qu'on peut faire comme ça? C'est-à-dire que s'ils pensent moi je trouve d'ailleurs que l'intelligence artificielle, c'est une absurdité comme bon. Oui, la meilleure mais c'est très bien pour des choses. Non, mais attends, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir. Ouais. Mais je veux dire, je pense qu'on peut même s'en servir pour la création, mais on la détourne. Je veux dire, la technique et la technologie a toujours été utilisée par les artistes à toute époque, mais elle a été détournée tout le temps. Donc moi j'en connais un qui fait de la photo à partir de l'intelligence artificielle, et c'est franchement pas inintéressant. Mais il ne demande pas à l'intelligence artificielle de faire toute sa photo. Tu vois, je veux dire, il y a toujours ce petit décalage. Tu penses à Mirsky, par exemple, Ouais. le photographe Mirsky, Ah, oui. qui trafique ses photos avec des logiciels. Oui, voilà. Donc, je veux dire, la part de création. De toute façon, notre propre cerveau, il sera toujours plus en retard ou plus en avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des linéaments dans le cerveau qui font qu'on va à un endroit de l'art qui est bien plus humain que le robot, quoi. Et qui le sera toujours. Ça je crois que on peut régler. Tu sais, c'est Étienne Klein qui nous dit ça. Hein. La science ne peut régler que des problèmes de science. Ouais. Voilà. Et oui, mais c'est philosophiquement, moi je trouve que c'est, je ne sais pas si on peut dire Oui, philosophiquement, dit mais simplement, c'est intéressant, quoi. Simondon nous disait ça. Hein. Simondon, il disait jamais une machine ne sera humaine. T'es bien silencieux. Germain, concernant le recouvrement, c'est un sujet qui m'intrigue. Alors, c'est le seul point commun que les peintres ont avec les banquiers, parce que nous, on recouvre. La comparaison, Ça m'étonne pas de toi. Ça m'étonne vraiment pas de toi. Oui, je ramène par rapport à un autre principe dont tu parlais, qui était celui du silence, hein, enfin le rythme, hein, et donc entre deux rythmes, on peut dire qu'il y a un silence. Hein. Et tu disais à un moment que finalement il y a plein de choses qui se passent dans un silence. Hein. Dans une forêt, on entend finalement des choses. Quoi, hein. Ce qui fait que pour moi, c'est pas vraiment un silence. Hein. Comme Mozart disait, le silence est la plus belle des notes, c'est pas qu'un effet de style. Hein. Hein, quand on va, si vous allez à Salzbourg voir sa maison natale, où il y a tous ses manuscrits, ses partitions sont noires de notes, donc il écrivait beaucoup, tellement il avait une technique géniale, puis après il gommait. Hein, il gommait jusqu'à avoir la substanticide moelle de sa mélodie. Hein. D'ailleurs, souvent, il gommait d'ailleurs souvent la base, ou la note de base, il laissait que la quinte, etc. Et c'est ça qui crée au son, le son de Mozart. Donc ce que je veux dire, c'est que dans sa création, il utilise, hein, il fait quelque chose
très recouvert, et ensuite ils dépouillent. Alors que cette démarche, vous ne pouvez pas la faire, vous, en peinture. Ben si, justement, il y a... Ah, vous enlevez pas de la peinture, quoi. Si, Vous enlevez pas des couches. Ah, si, souvent. C'est possible. Des trous. D'accord. C'est possible. D'accord. Tu fais simplement avec une ponceuse, par exemple. D'accord. Par exemple. C'est vrai, oui, Le film est agressé, le film de peinture, hein, donc c'est une certaine épaisseur, selon, là c'est très très liquide par exemple dans les travaux de Germain, mais il peut en avoir d'autres aussi, je pense que c'est très très matérialiste quoi, un peu, tu vois. Et tu peux Mais poncer, à ce gratter, moment-là, quand je permets de reprendre une toile qui est de 15-20 ans en arrière, la première des choses à faire c'est de la poncer. Je peins à l'huile, donc déjà il y a des repentirs, etc. de ce qu'on peut voir. Mais pour éviter la lecture de cela, ce qui sera toujours apparent dans une peinture à l'huile, le repentir, c'est effectivement de poncer, d'attaquer la toile à la limite du possible, quoi. Mais il faut y aller, quoi. Et ce qui permet une adhérence sans problème, Voilà. une adhérence sans problème de la couche qui va suivre. Voilà, mais vous Sans recouvrez ça, à c'est nouveau, cahier. vous recouvrez à nouveau, mais vous ne laissez pas la toile nue. Comme Mozart laissait un silence qui est un blanc sur sa partition. Il y a des artistes Il y a des artistes. qui laissent le vide, D'accord. la du film. toile brute. D'accord. Je pense qu'on peut en voir ici aussi. Et Buraglio, par exemple, il a fait toute une série de peintures juste en ponçant. Il prenait des choses existantes et il ponçait. Donc, alors tu peux gratter, tu peux... Le sculpteur. mais là, par exemple, ce qu'il évoquait, ce que Jacques évoquait, si tu veux, c'est quand tu reprends une toile, notamment à l'huile, tu as intérêt à poncer pour l'adhérence, tu vois, pour l'adhérence. Mais en fait, moi, ce que je veux dire par le couvrement, c'est que tout ce qui est en dessous travaille tout le temps. Tu sais, c'est comme une géographie. En fait, quand tu parles d'un paysage et que tu parles juste des collines ou des montagnes, en fait, tu ne parles pas du paysage. Je veux dire, le paysage, c'est tout ce qu'il y a en dessous, quoi. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui disaient, nous, on est plus proche du paysage aujourd'hui parce qu'on en monte toutes les strates. ce qui est vrai d'une certaine manière. Quoi. Là, on retrouve le calcul comme élément de... Jacques Roubaud, d'ailleurs, s'intéressait à des choses comme ça en poésie. Et là, il était en même temps mathématicien, en même temps poète. Donc, peut-être que la question qui est posée là, je ne sais pas si on peut envisager ça, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plein d'autres points, si tu veux, mais c'est la question de la représentation. En fait, si moi je défends l'idée d'abstraire, c'est précisément pour qu'on aille plus loin que la représentation. La représentation, c'est présenter une deuxième fois ce qu'on a déjà vu. Hein, c'est ça. C'est-à-dire une chaise, table, un paysage, etc. Ce que, évidemment, la peinture a beaucoup fait. Encore que, il faut être plus prudent avec ça. Ce que moi j'appelle abstraire, c'est... Alors, je vais le faire comprendre autrement. Si un peintre figuratif qui représente n'abstrait pas, c'est mauvais. Si un peintre abstrait n'abstrait pas, c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Il faut être bête pour l'entendre et le comprendre. Moi, je te comprends très bien en disant ça. Oui, bon, voilà. Ça se vit très bien, quoi. Mais parce parce que- que autrement de l'entendre, c'est autre chose. Voilà, c'est là-dedans que ça se tient. C'est-à-dire et c'est pour ça que mettre une couche, j'ai pas oublié le début de ton intervention, mettre une couche, c'est bien montrer qu'il y a eu d'autres couches. C'est-à-dire que la superposition. Les impressionnistes, si tu veux, ils avaient une autre remarque à un moment donné, parce qu'il y a l'expérience de la lumière qui est différente, il y a l'invention aussi du tube de couleur, ce qui est quand même un sacré truc, qui leur permet d'aller dans la nature. Hein. Et en fait, ils juxtaposent les touches. Et ils voient bien que même la juxtaposition des touches, ce que toi tu vois un vert, mais en fait c'est un bleu à côté d'un jaune. Bon, donc ils avaient bien compris ça, ils n'avaient plus besoin de superposer, mais quand même, ton cerveau, il superpose, il continue de faire ça, tu vois. Donc c'est toujours le cas. Je veux dire, on a longtemps lutté contre, tu sais, les peintres, ils disaient, moi, pas de peinture illusionniste, pas de perspective, pas de truc, etc. Regarde les peintures qu'on fait. Moi, je veux dire, alors oui, peut-être qu'il n'y a pas de perspective, mais c'est pas sûr. En tout cas, il y a une épaisseur.
En tout cas, il y a une profondeur, tu vois. Chez Rothko, pas de perspective, c'est pas sûr, ça respire, punaise, qu'est-ce que c'est épais, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et chez ceux, les grands tenants de la perspective, chez Piero della Francesca, c'est magnifique, mais c'est quasiment de la surface. Tu vois, il y a un degré d'abstraction chez Piero qui est ouais, que je trouve fabuleux, quoi. Enfin, ou chez Giotto, enfin, voilà. Donc, c'est-à-dire ce moment où on va basculer dans une troisième dimension illusionniste. C'est-à-dire qu'on a toujours cru régler par le théorique des choses qui nous permettraient d'aller plus loin, et en fait, on n'est jamais allé plus loin, au fond. Et d'ailleurs, alors, les images, pour le peu numériques, sont complètement liées à la perspective. C'est-à-dire elles ne sont jamais séparées. Les outils technologiques dans le numérique ne sont que des outils de la peinture, c'est-à-dire que c'est des outils transposés. Hein. Et puis le numérique, c'est bien ce que ça dit, c'est 0,1. C'est 0,1. Je me souviens d'une grosse discussion avec Jean-Louis Deshottes, je crois que Daniel avait participé à ça, où Jean-Louis Deshottes disait que le numérique, c'est l'invention d'une nouvelle surface d'inscription. Hein, il y avait tout ce débat sur la surface d'inscription. Et moi, je disais, je n'avais pas complètement les outils, mais je disais, moi, je ne crois vraiment pas. Enfin, Et un jour, il écrit un texte pour Artpress sur le numérique, où il s'est rendu compte, Jean-Louis Deshottes, philosophe des technologies et des appareils, hein, où il dit, mais en fait, il y a une crypte numérique. Et que, une crypte numérique, c'est-à-dire que ça n'est rien d'autre que la poudre qu'on projette, qu'ont projeté les premiers hommes sur les... Je ne sais pas si tu connais ce texte. Daniel, tu ne connais pas ce texte? Et ça, c'était fascinant, parce que ça, c'était... Et je crois que là, il avait trouvé quelque chose, enfin, ou pas trouvé, quoi, parce que c'était juste un retour à l'origine. C'est pour ça, nouveau, hein, tu vois, nouveau. Alors, j'en ai pas dit tout ce que je pourrais en dire, ou tout ce que tout le monde peut en dire. Enfin, c'est un drôle de truc. Et comme le mot moderne, ça fait tout de suite démodé, non? Ça fait... Bah, tu sais que chez les historiens, moderne, c'est le XVIIe siècle. Hein. Les historiens d'art pur et dur, quand tu dis art moderne, ils disent ah ouais, XVIIe siècle. Hein. L'histoire, l'époque moderne. C'est pas 1950. Hein. L'époque moderne commence avec 1492. En histoire. Ouais. Et contemporain. Parce qu'on a découvert le nouveau monde, le monde moderne. Et la peinture contemporaine, c'est quand? Contemporain, c'est les années 60. C'est la rupture. Alors c'est en même temps la naissance du land art, de l'arte povera, de l'art conceptuel et du minimal art. Voilà. Et donc là, on utilise encore ce terme-là, hein, 65 ans après. Ou alors, il faut imaginer que le contemporain, c'est une époque moderne longue. Oui, mais le mot contemporain, ça veut dire actuellement, avec nos... C'est maintenant. C'est maintenant. Non, mais tu es une artiste contemporaine, Christiane, j'ai compris. Je suis encore vivante. Mais le terme d'aujourd'hui est peut-être plus adapté. Ah, moi je trouve. Moi je Plutôt trouve. que contemporain. Ouais, tu as raison. Je trouve que le terme contemporain, il est un peu barbare. C'est tout ce qui est issu de Duchamp. Qu'est-ce qui est d'art, qu'est-ce qui n'est pas d'art? Moi, au Vernet, j'ai eu des leçons de choses. Oui, elle le critique d'ailleurs, dans ce sens-là. Au Vernet village. Ouais. Mais Duchamp, c'est quand même plus complexe que ça. Hein. Duchamp, je crois qu'on l'a vraiment mal compris. Hein. Franchement, parce que le nombre de gens qui te disent ouais mais Duchamp il était contre la peinture, faux. Il a fait l'expérience de tous les moments de la peinture de son époque, tu vois. Et puis qu'est-ce qu'il avait en face, Duchamp? Il avait Matisse et Picasso. Il ne pouvait pas rivaliser. Et c'est comme Mondrian,
il a aussi fait plein d'autres choses avant. Voilà. Et s'il est resté. Mais mon Dieu, c'était un impressionniste. C'est Oui, il y a plein d'artistes comme ça qui sont connus pour une chose, mais en fait. Et puis, c'est. Quand tu penses que Kokoschka, ça c'est marrant quand même, Kokoschka qui est un grand peintre expressionniste, hein, de ce nouvel expressionnisme allemand, 2 ans après, il se fait vilipender par les nouveaux qui arrivent, les plus jeunes. Ils disent Kokoschka, il faut le descendre, aller dans les musées et tirer sur Kokoschka, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà aussi ce qu'on croyait, quoi. Mais. Honnêtement, hein, on a tous, moi dans les années 70, avec les groupes avec lesquels j'étais, je l'ai reconnu, je l'ai écrit d'ailleurs, on était à certains moments très dogmatiques. Hein. D'abord on était tous marxistes ou communistes, etc., donc on y croyait vraiment, mais pas longtemps quoi. Et je dis, mais on s'engueulait pour ça. Oui, le banquier ne peut pas comprendre. Laisse tomber. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est pris aussi dans son époque. Et c'est pas. La question, c'est de ne pas y rester, quoi. En fait, on ne peut pas échapper à ça. Hein. On vit un moment, donc on ne peut pas y échapper. Ouais. D'autant plus quand on est jeune, quoi. On est assez provocant quand même. On est dans la provoque pas mal. Oui. Donc, Mais n'empêche que, tu vois, là, moi je suis là, il y a Jacques Thoman est présent, il y a Jean-Luc Councet, il y a Christiane, il y a des peintres, il y a des poètes. On voit bien que il faut continuer de travailler, quoi, tu vois. On est quand même entouré de et je peux le dire facilement, puisqu'ils ne sont pas là, mais de gens qui peignent plus, quoi, qui écrivent plus. Enfin, je veux dire, ils sont dans une espèce de... Toi aussi, je t'ai entendu dire, Florence, l'autre jour, Florence est une poète que j'ai publiée, hein, dans la même collection que Daniel Payot. Et ouais, tu disais, les petits oiseaux, les pâquerettes, ça va, quoi. Hein, tu disais ça l'autre jour. Ben oui, je crois qu'il faut vraiment s'extirper de ça et dire aux gens, mais attendez, il y a quelque chose de plus profond, de plus important, et sûrement, c'est pour ça que je parle de solitude. Parce que c'est pas facile, hein, d'être... Tu vois, moi, ce soir, je trouve peut-être je vous ai cassé un peu la tête, mais je trouvais j'ai pas dit adhésion, hein, mais l'attention fait que vous tous qui êtes présents, vous avez envie d'aller plus loin, quoi. Et vous allez plus loin dans vos existences. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien ça qui est intéressant. Encore 4 principes à présenter. Non, mais tu reviens demain, c'est la suite. Ah oui, C'est un feuilleton ici. Mais c'est-à-dire que moi, on m'a longtemps reproché d'être... tu sais, un jour, j'avais fait un truc qui m'avait beaucoup traumatisé. Quand j'ai passé des années à faire des vœux, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, j'avais fait une année des vœux et j'écrivais en même temps mon travail poétique sur chaque vœu que je faisais, comme venait le poème. Et j'ai eu l'idée de tous les scanner. Et je me suis dit, ça va faire un long poème. Donc j'ai fait un bouquin avec ça, qui s'appelait Blessure de la lumière. Je crois que ça s'appelait comme ça, je ne sais plus. Et j'avais envoyé aux gens à qui j'avais envoyé les vœux l'année précédente. Et puis j'avais une amie qui est morte maintenant, qui me répond, qui m'envoie une longue lettre, un peu fâchée, quoi, en me disant, franchement, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce que tu... Alors, je te comme ça. Mais elle finit par ajouter cette chose-là, c'est sûrement parce que tu es un intellectuel. Et ça a été terrible, parce que d'abord, je trouve que c'est pas grave. Hein. C'est pas une tare. J'ai jamais pu avoir une nouvelle discussion avec cette femme. Tu vois? C'est-à-dire que sur le « je n'ai rien compris », ça moi j'entends, hein, c'est-à-dire on
Moi, je vais voir certaines expos aujourd'hui auxquelles je ne comprends rien. Surtout quand on veut m'accompagner absolument pour m'expliquer. Suivez mon regard. Mais non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de trucs comme ça. Si tu n'as pas le médiateur à côté qui t'explique que ce que tu es en train de voir, ça signifie ça, et pas ce que tu voudrais voir, c'est-à-dire précisément l'inverse de ce que tu viens de dire, ça ne va pas, quoi. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse cette expérience et que moi, je ne demande pas à tous mes amis peintres de décrypter leur peinture, d'analyser, etc. Je ne demande pas ça. Je veux dire, il y a Christiane, elle parle peu de son travail, mais intellectuellement, c'est d'une profondeur, mais absolue, quoi. Donc on n'a pas besoin. Quand on va dans l'atelier, on regarde la peinture. Quand je fête jamais mon anniversaire, mais qu'elle m'amène une petite peinture, je comprends ce qu'elle veut me dire. Voilà. Non, pas qu'elle veut me faire un cadeau, mais je comprends ce qu'elle veut dire dans ce qu'elle a fait. Comme on peut montrer ce qu'on ne peut pas dire. Voilà. Oui. Ce qui n'est pas aussi. Oui, tu as bien compris. Tu l'as cherché. Venant d'un intellectuel. Voilà. Non, mais les banquiers, de temps en temps, il faut leur foutre une tannée. Pour racheter mon honneur, avoir des banquiers, j'ai industriel. L'un ne sort pas l'autre. Hein. Non, mais il n'est pas banquier, il n'est pas banquier. Il les conseille de temps en temps pour qu'ils fassent autre chose. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et puis, cette expo a été... Je remercie Nicole pour son engagement dans cette expo. Et je renouvelle mon truc pour Daniel, avec qui je m'engage pas veux pour n'importe continuer qui, hein, absolument parce que c'est un dialogue. Alors moi je vous convie un petit peu à un verre de l'amitié pour ceux qui souhaitent. Allez. Allez.